Voilà, le déchiffrage, alors que j'ai envie d'appeler un petit peu la boîte sauvetage, notre séquence ce matin. Christian Fontaine est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Guillaume. Directeur de la rédaction du Revenu. Puis en visio avec nous, c'est Félix Baron qui est avec nous. Bonjour Félix, bienvenue. Merci d'être avec nous, Bonjour fondateur Guillaume. du Club Bonjour. des investisseurs indépendants. Oui, la séquence s'appelle le déchiffrage. J'ai envie de parler de boîte sauvetage parce que vraiment, messieurs, c'est peu de dire que votre présence est souhaitable aujourd'hui sur ce plateau parce que forcément, on a un petit quart d'heure pour ça, évidemment. Voir comment, dans la tempête, je disais tout à l'heure, peut-être pas bétonner son portefeuille, mais au moins le sécuriser autant que faire se peut. Christian, comment est-ce qu'on réagit dans la tempête? Je pense que vous allez nous dire la première chose, c'est de garder son calme. Alors bien sûr, garder son calme, ne pas paniquer. Non, moi, ma première remarque, c'est que je serais un peu plus positif ou moins négatif que vous. J'ai été très surpris, en fait, à vous dire, pour tout vous dire hier, par la faible correction des indices européens. Alors certes, il y a eu des valeurs, il y a eu des corrections très marquées sur le tourisme, Air France, Accor, etc. On le voit aujourd'hui encore. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui encore, mais dans l'ensemble, ça a tenu. Et j'aurais presque envie de vous dire, mais poser une question toute simple, c'est pourquoi les marchés sont à des niveaux de record historiques alors qu'on enchaîne un peu les chocs géopolitiques. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, effectivement, il y a beaucoup de liquidités, il y a des politiques monétaires et budgétaires, surtout budgétaires, qui restent très accommodantes. Et puis, bien sûr, il y a quand même l'IA. Alors, entre espoir et effroi, espoir, bien sûr, d'impact sur la croissance, notamment américaine, et effroi parce que, compte tenu des montants d'investissement, le marché commence à s'inquiéter sur le retour sur investissement. Mais là où je vous suis, c'est qu'effectivement, lorsqu'on est un particulier dans une telle situation, on ne panique pas, on prend quand même des dispositions, et des dispositions pour protéger son portefeuille. Alors, on peut donner quelques pistes, et il y a de nombreuses pistes. Alors, vous savez quoi, on va demander à Félix son avis, et puis après, on va entrer dans le vif du sujet. Félix, même question, et puis ensuite, chacun va nous détailler son plan de vol pour les prochains jours, les prochaines semaines. Félix, est-ce que vous aussi, comme Christian, vous avez été surpris par la relative résistance des indices? Alors, ça a été vrai en Europe, ça a été très vrai aux États-Unis. On a vu les 3 indices new-yorkais terminer autour de l'équilibre, grosso modo, hier soir. J'ai pas été tellement étonné dans la mesure où je pense que ce que les marchés anticipent, c'est en Iran, avec la situation en Iran, c'est un scénario de stabilisation sous pression. C'est-à-dire un changement de doctrine à Téhéran, une sorte de Delcy Rodriguez ou de Gorbatchev iranien qui serait issu des gardiens de la révolution, mais qui accepterait un deal avec les États-Unis, c'est-à-dire le régime continu contre l'arrêt nucléaire. Et ce pari du marché de ce scénario, eh bien, il ferait fondre les primes de risque et donc décoller les marchés. Donc si ce scénario-là, il est privilégié par les marchés, les indices peuvent tenir longtemps. Ensuite, la question qui se pose, c'est pas de vouloir essayer de deviner ce que va faire le marché ou de le contrer, c'est, comme vous le disiez Guillaume et Christian, d'avoir le portefeuille et l'allocation qui permet de résister. Je souris ce matin avec un sourire qui n'est pas cynique parce que je regarde l'allocation de mon portefeuille et en intraday, il est 11h10 du matin, je suis déjà à plus 2% de plus-value. Eh bien, écoutez, tous nos compliments. Vous allez nous donner vos petits secrets de fabrication dans un instant, Félix. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Pardon, Christian, je vous ai interrompu en plein élan. Quelques pistes, justement, pour naviguer dans la tempête, finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il faut bien, il y a quand même des facteurs de risque. Enfin, on a eu 3 belles années sur les marchés financiers, 3 belles années de suite. Il y a les indices sont au plus haut, quel que soit du côté de l'Atlantique. Et ensuite, on a déjà assisté à des rotations sectorielles violentes avec des écarts, notamment lors de la publication des résultats annuels, qui ont été absolument spectaculaires. On se souvient, moins 20% en une journée pour Dassault au système. Donc, je pense que dans cette situation, il y a d'abord une première question à se poser, c'est est-ce que mes investissements en actions sont compatibles avec mon profil d'investisseur? C'est-à-dire, très concrètement, est-ce que je peux me permettre de bloquer encore pendant au minimum 3 à 5 ans l'argent que j'ai investi en bourse? Ça, c'est la première question à se poser. Si la réponse est non, il est sans doute urgent de prendre une partie de ces bénéfices. Ensuite, les stratégies de couverture, elles sont multiples, à base d'or, à base d'ETF inversés, à base éventuellement de Bitcoin. Moi, il y en a une qu'on met beaucoup en avant au revenu. 2. D'abord, il y a 2 valeurs qu'on aime beaucoup dans ce type de situation, c'est Thales et Total. Vous avez bien vu, c'était les 2 plus fortes progressions hier. Quasiment les seuls à surnager.
sont dans le rouge, mais ce matin, elles étaient dans le vert. Lorsque vous regardez 4 ans en arrière, en 2022, lorsque la Russie est ancrée en Ukraine, à la fin de l'année, le CAC 40 a fait moins 10, mais Thales a fait plus 60 et Total a fait plus 30. Donc, je dirais, pour moi, c'est deux valeurs qui généralement progressent en cas de choc géopolitique, donc il ne faut pas hésiter à en avoir en portefeuille. C'est pas trop tard, donc. C'est pas trop tard, éventuellement, à condition de faire son marché très progressivement. Et je suis d'accord avec vous que une valeur comme Thales, je préférerais acheter sur repli. La deuxième stratégie, et ça au revenu, on y tient beaucoup, c'est ce qu'on appelle la stratégie 60-40 du revenu. C'est-à-dire qu'il faut, dans une situation comme actuellement, disposer d'un coussin amortisseur. Et la stratégie 60-40, ça veut dire quoi? Ça veut dire 60% de fonds en euros, d'assurance vie en euros, qui n'a jamais autant collecté et qui revient sur le devant de la scène avec des taux l'année dernière autour de 3%, voire supérieur à 3% pour certains contrats primés par la presse patrimoniale. On a vu les chiffres hier du début d'année qui sont impressionnants. Et les chiffres de collecte sont très impressionnants. On n'a jamais vu un tel mois, il me semble, c'est le mois de janvier, aussi positif depuis plus de 15 ans. Il faut remonter à 2009 ou 2010 pour avoir une collecte aussi importante en janvier. Donc là, stratégie 60-40 du revenu, 60% de fonds en euros pour profiter, pour sécuriser son portefeuille, puisque je rappelle, sur l'assurance vie en euros, vous profitez d'une garantie sur le capital qui est accordée par les assureurs, et puis 40% investis en actions internationales pour, je dirais, la performance. D'un côté, la sécurité, de l'autre côté, la performance. Et ce type d'allocation, pourquoi c'est la répartition gagnante? Parce que si vous la menez sur le long terme, 10 à 15 ans, ça vous assure entre 4-5% de rendement, ce qui est loin d'être négligeable. Parce que c'est ça, en fait, les épargnants français sont confrontés à un dilemme. Ils voient bien que les placements les plus souscrits, à commencer surtout par le livret A, voire l'épargne logement, aujourd'hui ne permettent plus, je dirais, les rendements ne sont plus à la hauteur des enjeux. Ça ne permet plus, on ne s'enrichit pas en plaçant son argent à 1,5% sur un livret A. Donc il faut oser dynamiser et prendre un minimum de risque. Vous savez, les Français sont totalement averses au risque, donc il faut trouver un équilibre. Et l'équilibre, c'est la stratégie 60-40. Alors, on va creuser. Vous avez sans doute d'autres pistes à nous donner. Félix, même question. Voilà, à brûle pour point, quelle piste pour vous envisager tout de suite là, pour essayer au moins de s'adapter dans un premier temps et laisser voir le temps, la façon dont les choses vont évoluer finalement? Oui, je dirais que pour l'allocation du portefeuille que je recommande à tous les investisseurs du club des investisseurs indépendants, c'est de comprendre le nouveau paradigme qui est, avec en toile de fond, la confrontation États-Unis-Chine, globalement Est-Ouest, sans relancer la guerre froide évidemment. Mais on est en train de passer d'un monde de flux avec une mondialisation heureuse et fluide qui marchait très bien, à un monde de plus de stock, entre guillemets, plus statique, avec des matières premières et la souveraineté. Et on peut même le dire, la souveraineté sur les matières premières. Et ce monde-là, il est structurellement inflationniste. Mais c'est aussi, ça va être une chance et une opportunité pour la relocalisation industrielle qui a déjà démarré, en tout cas qui essaye aux États-Unis. Donc, la sidérurgie, les engrais, l'agroalimentaire, ces secteurs-là qui n'ont pas du tout été à la mode, qui étaient même plutôt ennuyeux dans les PEA, dans les assurances-vie, vont redevenir des actifs stratégiques. Et puis il y a aussi les actifs réels, parce que ce qu'on recherche maintenant, je suis d'accord avec Christian, maintenant, peut-être que c'est pas la peine d'aller chercher de faire 8 à 10% par an, si vous y arrivez, c'est formidable, mais déjà s'assurer un 4-5% en net, après impôt par an, ça serait formidable. Alors, comment est-ce qu'on construit un portefeuille justement résilient, un peu tout-terrain? Ma répartition cible, ça serait de dire entre 10 et 20%, je dirais 15% en or physique, soit par ETF, soit directement en métal. Ça, c'est une assurance ultime. Il n'y a pas besoin de montrer, de le démontrer. On l'a vu en 2024, en 2025. 10-15% d'or physique. Oui, 10-15% en or. C'est même plus une protection. Maintenant, c'est une surperformance face aux monnaies qui sont fragilisées par les dettes, et notamment les dettes de guerre qui sont en train de se creuser. Europe, États-Unis et aussi en Asie. 30% en actifs réels, donc énergie, matières premières. Voilà, tout à l'heure, je vous disais que je souriais pour mon portefeuille. Moi, par exemple, j'ai une action qui s'appelle Total Gabon. C'est comme Total Énergie, sauf que c'est dans une zone neutre, avec un pétrole qui est assez neutralisé par rapport au conflit, quand vous êtes dans la partie ouest de l'Afrique. Donc ça, c'est non seulement c'est très fort pour profiter du rebond des cours du pétrole, mais en plus, c'est neutre c'est assez peu sensible, assez inélastique au conflit en cours. Donc il n'y a pas que le pétrole, gaz, uranium aussi, parce qu'on relance le nucléaire un peu partout. Donc c'est le socle de protection contre l'inflation, c'est d'avoir vraiment des actifs réels, puisque l'inflation, elle démarre avec l'inflation et l'augmentation des prix de l'énergie. Ensuite,
20% d'un portefeuille, je parlais de zones neutres, dans les zones qui vont être les plus pacifiées dans ce monde qui l'est de moins en moins. Donc là, si vous sortez de la confrontation États-Unis-Chine, vous allez regarder vers des pays qui sont historiquement assez pacifiques. Par exemple, Singapour, par exemple, l'Indonésie. Alors évidemment, tous les acteurs ne donnent pas, tous les brokers ne donnent pas accès à ces places boursières, mais on peut aller facilement sur le marché Singapour. C'est un hub financier qui est quand même assez stable et le dollar singapourien est une monnaie assez stable. Et puis, ces hubs-là, ces plateformes sont des bénéficiaires de la réorganisation des chaînes logistiques. Et puis enfin, puisque je vous disais qu'on était revenu dans une économie un petit peu de stock assez statique, il faut aller vers l'industrie et la défense, privilégier un peu la vieille économie, les marchands de canons. Mais alors, en faisant son stock picking de manière assez sélective, puisque si aujourd'hui vous allez sur SAB, sur Rheinmetall, vous arrivez un petit peu, même carrément en retard. On arrive en retard sur cela. Il faut peut-être aller regarder des valeurs de la défense, je ne vais pas dire carrément des côtés, mais moins valorisées. Par exemple, Théon International qui fait de la vision nocturne, Exosens qui font des capteurs haute précision. Exosens qui a échappé à la bourrasque d'ailleurs ici, qui a fini en légère hausse hier soir sur les marchés. Bien sûr, c'est défense et nucléaire, donc il y a forcément et la rentabilité est forte. Et puis vous avez aussi en Allemagne, je crois, Hensoldt qui est sur la guerre électronique et qui est un petit peu en retard de valorisation sur les autres. Donc avec ça. Si on fait la somme de mon allocation, on n'est pas à 100%. Je dirais qu'il faut garder entre 8-10%, entre 5 et 10%, 8% de cash tactique pour pouvoir sauter sur les bonnes occasions, notamment sans oublier. Alors vous notez juste, dernier mot, que je n'ai pas parlé de la tech. Pour moi, le vrai risque, il est quand même dans les niveaux stratosphériques de valorisation de la tech. J'adore la tech et je ne suis pas en train de sonner une alarme. Je dis juste, en ce moment, c'est un peu le cadet des soucis de mon allocation. Et c'est vrai qu'on parle un petit peu moins des niveaux astronomiques des valeurs de la tech. Bon, il y a quelques points de convergence quand même, Christian, avec ce que nous dit Félix. Alors, bien sûr, la diversification, oui, alors c'est la tarte à la crème, mais ça marche. Alors, pour être très, très concret... il est plus diversifié que vous, voilà. Alors, oui, alors, il est peut-être un petit peu plus diversifié. Moi, j'apporterai 2 précisions. La première, c'est que de ne pas investir plus de 10% sur une seule ligne. Si vous aviez hier du 10% sur Accor ou sur Air France, ça fait mal, ça pique à la fin de la journée. Donc pas plus de 10% sur une ligne, une vingtaine de lignes au total. Et puis effectivement, là où je suis d'accord avec Félix, c'est la diversification en devises. Et ça, on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de la diversification sectorielle, la diversification géographique, même la diversification sur les types de supports entre ETF, fonds d'investissement, titres en direct, etc. On ne parle pas assez de la diversification en devises. Et c'est vrai qu'avoir 5% investi en francs suisses sur un indice, un MSCI Switzerland par exemple, ça peut être intéressant. Et puis 5% aussi sur la livre sterling qui est toujours au plus bas, qui finira un jour ou l'autre par remonter. Et c'est vrai qu'en plus de ça, la bourse Londres, donc il y a beaucoup, qui est très sensible aux matières premières. C'est plutôt une thématique qu'on aime bien aussi pour 2026. Voilà, je pense que la diversification est un élément clé. Conserver bien sûr une poche de liquidité parce que c'est un coussin et pour saisir des opportunités. Je sais que beaucoup de gérants ont considérablement réduit leur exposition aux États-Unis. Personnellement, on reste encore très exposé à hauteur de 35-40% sur les États-Unis, même si on a un tout petit peu réduit. On a bien vu hier les indices aux États-Unis, c'est encore plus loin que l'Europe du Moyen-Orient, c'est géographique. Hier, le CAC 40 a eu terminé moins 1,5 environ. Les États-Unis, vous le rappeliez tout à l'heure, Guillaume, c'était flat. Donc voilà, la diversification, c'est pas de la tarte à la crème, ou alors c'est de la tarte à la crème qui fonctionne vraiment. Je veux dire, personne n'a encore trouvé mieux que pour réduire les risques et augmenter le retour sur investissement d'un portefeuille dans la durée. Puisque vous parlez des devises, vous avez vu que hier le dollar a été recherché au détriment de grandes valeurs, de grandes devises comme l'euro, comme la livre sterling. C'est une bonne raison, vous avez entièrement raison. Le yen japonais aussi, voilà. Une bonne raison. Mieux vaut investir en actions américaines
fonctionne avec un euro à 1,16 dollars qu'avec un euro et un dollar quasiment à parité. Donc c'est là aussi, vous pouvez éventuellement jouer un petit rebond à terme de l'euro, du dollar, même si les experts estiment, mais ça, les experts en matière de taux de change, c'est quand même très compliqué, qu'autour de 1,15, 1,20, on est à peu près à une parité, on peut être à peu près à une parité d'équilibre. D'un mot, puisque Félix en parlait pour conclure, Christian, sur la tech, là aussi, on dit, je me mets l'expression de Félix, c'est le cadet de mes soucis. Oui, c'est un peu le cadet des soucis de tout le monde depuis quelques jours seulement. Non, c'est pas le depuis quelques jours seulement. C'est pas le cadet des soucis. Lorsque vous regardez les portefeuilles, la tech, c'est facilement 10 à 15% des portefeuilles. Donc, non, c'est un vrai sujet. La tech, c'est un vrai sujet. Et se retirer, alléger un tout petit peu la tech, pourquoi pas. Se retirer, non, parce que, je veux dire, la transition numérique va se poursuivre. La révolution de l'IA, elle est là, même si on est qu'on est quand même en plein brouillard, parce qu'on a du mal à identifier véritablement quels seront les gagnants et les perdants. Dans la bonne stratégie en matière de tech américaine, peut-être un tout petit peu de réduire la volume, mais surtout on joue les indices. Parce que de vous à moi, qui sera franchement le gagnant dans 5 ou 10 ans, personne n'en sait rien. Par contre, que la tech va sur le long terme continuer à progresser, en tout cas au revenu, nous on y croit. Bien, voilà pour quelques pistes d'investissement. J'espère qu'on a pu vous aiguiller, vous qui nous écoutez, qui nous regardez en direct ou en podcast évidemment, sur la conduite à tenir dans la tempête. Merci messieurs. Félix Baron, merci Félix, à très vite avec plaisir, fondateur du club des investisseurs indépendants. Christian, vous revenez